Des conseils pour vous permettre d'obtenir un stage, des conseils pour vous permettre d'obtenir un premier emploi, des conseils aussi pour améliorer votre chiffre d'affaires. Eh bien, c'est là l'objectif de votre magazine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Emploi et Carrière. Voilà pour tous ceux qui nous prennent en marche. Sachez que vous êtes sur Business 24 Africa et vous suivez votre émission Emploi et Carrière. Emploi et Carrière, pour ce numéro, nous sommes toujours en compagnie de André Cuyo. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour André Cuyo et merci d'être sur ce plateau. Alors avec vous, nous allons échanger encore aujourd'hui de comment transformer son stage en premier emploi. Je suppose que ce sont encore des conseils que vous allez donner à nos téléspectateurs. Absolument. Alors, vous avez la parole. Merci. Donc, comme vous l'avez déjà dit, le thème que nous allons aborder dans Je veux un job, c'est comment transformer son stage en premier emploi. Évidemment, il faut savoir que les stages, on avait parlé dans les précédentes émissions de plusieurs niveaux de stages. Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les stages de formation, c'est-à-dire les stages qui après le BTS par exemple, les étudiants qui sont admissibles vont en stage, ou après une licence ou après un master, pour travailler. Donc c'est ce type de stage-là dont nous allons parler. Alors dans ce type de stage, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux pour un étudiant qui veut se faire embaucher. Il faut déjà savoir qu'une entreprise qui prend un stagiaire, en général, a un emploi à court terme ou à moyen terme. Sauf si c'est par un parent ou un ami qui veut t'aider pour valider ton diplôme. Sinon, une entreprise qui recrute un stagiaire, c'est qu'il y a du boulot. Voilà, mais l'entreprise n'a pas encore un budget. Alors donc, il faut tout faire pour s'insérer dans l'entreprise. Alors, comment faire? Le premier point que nous allons aborder, c'est montrer sa motivation et son envie de poursuivre l'aventure, c'est-à-dire comme employé. Alors, c'est important. Donc, lorsqu'on vous prend, on va vous évaluer. Peut-être que vous êtes là, vous travaillez, mais en général, les gens vous regardent, vous observent. Donc, on va vous évaluer sur vos compétences techniques. Vous êtes peut-être comptable, mais est-ce que vous connaissez au moins les bases de la comptabilité? Est-ce que vous savez faire les enregistrements? Jusqu'à quel niveau vous pouvez arriver? Est-ce que vous pouvez arriver à la balance? Ou bien, je ne sais pas moi, à faire... Qu'est-ce que vous savez faire exactement? Si vous êtes juriste, qu'est-ce que vous savez? Donc au moins, on va évaluer vos compétences techniques. Mais surtout, on va aussi voir votre autonomie. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui attend qu'on lui dise faire ceci, faire cela avant de le faire? Ou bien qui prend des initiatives? Étant donné qu'à main de mettre, il faut savoir que l'initiative, c'est une désobéissance qui réussit. Donc quand vous prenez les initiatives, il faut que vous preniez la peine pour que ça réussisse. Tout à fait. Parce que le jour où vous dérapez, c'est sûr qu'on vous demandera les comptes. Donc en plus, il faut savoir reconnaître ses limites. C'est quoi? Lorsque vous êtes stagiaire, mais il faut avoir des limites, il faut savoir quelles sont vos limites. Qu'est-ce que vous savez faire? Vous savez bien faire? Qu'est-ce que vous connaissez le moins? Et dans ce cas-là, vous vous adressez aux anciens pour que ils vous aident. C'est important. Donc c'est important. Et ensuite donc, tout ça, c'est les éléments qu'il faut savoir, mais il faut aussi savoir être. Comment vous êtes dans l'entreprise? Comment vous vous comportez dans l'entreprise? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est introverti, ou bien trop extraverti, ou bien qui s'enferme facilement dans sa bulle, ou bien dans sa tour d'ivoire, qui n'est pas communicatif, ou bien qui est prompt à la bagarre? Tout ça, les gens vont vous évaluer là-dessus. Et donc, j'ai dit, quand vous êtes stagiaire, il faut être d'abord travailleur, mais à côté de cette qualité, il faut avoir des aptitudes humaines. C'est-à-dire, vous êtes d'un commerce facile, agréable, vous mettez l'ambiance. Quand vous êtes là, parce que les spécialistes trouvent que le rendement d'une entreprise dépend aussi de l'ambiance qui prévaut de l'entreprise. Si une entreprise où les gens sont en conflit, ça ne marche pas. Donc, c'est cela. Mais en même temps, il faut penser à avoir un mentor qui vous protège, qui vous aide, qui vous canalise, qui vous suit. C'est extrêmement important. Donc, voilà le premier point. Le deuxième point, pour obtenir un poste dans l'entreprise, donc pendant le stage, il faut avoir un réseau. Le réseau, c'est quoi? Vous venez dans une entreprise, mais c'est vos amis que vous avez trouvés sur place. Mais très souvent, les stagiaires sont en groupe, ils vont manger ensemble à midi, ils causent ensemble à midi, c'est bien. Mais est-ce que parce que vous venez d'arriver, il y a un problème africain qui dit que même un étranger, lorsqu'il a des gros, même quand il a des gros yeux, il reste aveugle. Vous venez dans une entreprise, vous ne savez pas quelle est la culture de l'entreprise, qu'est-ce que les gens font. Et très souvent, il faut éviter de trop bavarder. Parce qu'en général, les anciens, ils vont se plaindre du DG, ils vont se plaindre du patron, mais il ne faut pas les suivre, parce qu'en les suivant, peut-être que demain,
c'est que le patron saura que tu le critiques, et les anciens qui sont là, ils trouvent que on ne les paye pas, ils ne sont pas contents, on nous fait ceci, mais ils sont là depuis 10 ans, depuis 15 ans. Mais s'ils sont si malheureux, pourquoi ils ne vont pas? Alors, mais comment créer justement ce réseau-là quand on est nouveau dans une entreprise? Mais ce n'est pas votre manière, c'est le premier point, votre attitude. Et puis, il faut identifier quelqu'un. Vous dites, bon, mais moi, il vient d'arriver, tu vas être en Afrique, tu vas être ma tata, tu vas être mon tonton, j'ai besoin de toi, mais il faut être ouvert. Donc, il faut connaître les gens qui a une certaine compétence et vous partez vers lui. De temps en temps, vous pouvez l'inviter. Il sait que vous n'avez pas l'argent puisque vous êtes stagiaire, mais de temps en temps, il faut s'approcher de lui. Il faut s'approcher de lui, mais c'est avec ça que vous allez apprendre et vous faire accepter. Il faut se faire accepter. Parce que tous les gestionnaires de ressources savent que lorsqu'un élément extérieur arrive dans l'entreprise, les anciens le prennent comme une menace, de façon volontaire ou involontaire, donc ils vont se tasser. Alors si vous êtes sur votre garde, mais évidemment, vous allez voir que ça ne marchera pas correctement. Voilà. Donc, je ne sais pas, il y a une autre question. Le troisième point, il faut être inventif. On a besoin que le stagiaire soit inventif, soit imaginatif, soit actif, j'allais même dire proactif. C'est-à-dire qu'il doit être une force de proposition. Donc, quand vous êtes dans une entreprise, mais le nouveau qui arrive, on va le faire dans le dernier point, mais vous venez d'arriver, les anciens, on dit très souvent un ancien ou bien un vieux qui est assis, il voit plus loin qu'un jeune. Mais le fait de voir plus loin, mais il ne voit pas ce qui est autour de lui. Mais le jeune qui vient d'arriver, il voit ce qui est autour de lui. Donc les anciens, ils ont cette grosse faiblesse qu'à force d'être dans la maison, il y a des choses qui leur échappent. Et nous qui sommes des stagiaires, il faut souvent des propositions dans les rapports, ça, ils mettent des remarques et suggestions. Mais il y a une banque en Côte d'Ivoire qui prenait ces rapports et suggestions et qui prenait pour aller les analyser dans leur compte d'administration. Et c'est après le monsieur m'a dit non, les jeunes ont dit ceci. Il dit mais comment on fait pour dire? On dit. Parce que très souvent, ils étaient dans une banque, ils ont trouvé que la banque n'avait pas une connexion Internet. Et donc, les gens envoyaient les disquettes très souvent à la maison, et comment dire, les matins. Donc quand vous arrivez, on dit non, il y a une panne, en réalité, la disquette n'est pas encore arrivée. Donc, quelqu'un qui a pris un crédit, par exemple, la veille, il peut venir encore prendre, parce qu'ils n'ont pas sécurisé. Donc on peut vous donner de l'argent, mais les jeunes, ils ont vu et ils ont mis dans leur rapport. Mais le DG qui suivait ça a trouvé que c'est dangereux, parce que ça rentre chez le concurrent, ce n'était pas bien. Donc ils m'ont interpellé là-dessus. C'est ce jour-là, je me suis rendu compte que les gens ne disaient pas le rapport, ils disaient plutôt les remarques et suggestions. Donc le jeune qui arrive, il y a des choses qu'il voit et que les anciens ne voient pas, parce qu'ils ont duré là, quelquefois ils sont blasés, ils ont duré, ils ne savent plus trop, ils sont techniquement bons, mais les détails, ils ne les regardent pas. Est-ce qu'il n'est pas bien pour ces jeunes-là de faire des remarques qui sont objectives? Ne pas trop chercher la petite bête parce qu'on a remarqué que l'entreprise n'a pas ci, l'entreprise n'a pas ça, et forcément on doit porter une critique. Est-ce que c'est normal? Non, bon, en fait, le jeune qui arrive, il ne sait pas ce qui se passe. Justement. Très souvent, on en avait déjà pas dans les présentes émissions, un étudiant doit être capable de faire 2 ou 3 stages même avant d'arriver en BTS ou même à licence, mais très souvent, il faut connaître ce stage. Donc, ils ont le stage découvert, tout ça. Tout est, avec le stade de formation, tout est confondu. Donc il arrive, il ne sait pas ce qui se passe dans une entreprise. Donc tous les tonnes, tous les chocs, et très souvent, ils ont des remarques, comme vous le dites là, qui sont quelquefois naïves. Mais c'est ça. C'est pourquoi il faut avoir un mentor. On les appelle les maîtres de stage. Mais il faut avoir un mentor qui va te dire ce que tu dis là, c'est bien. Mais ça arrive là-bas, ça peut te créer des problèmes, ça peut me créer des problèmes. Et puis on regarde ensemble. Mais très souvent, les maîtres de stage n'ont pas le temps. Donc ils ne disent pas. Et ça les échappe. Le cas dont j'ai parlé tout à l'heure dans la banque, c'est un fait réel. Mais le maître d'État, s'il avait suivi, il aurait pu censurer pour que ça n'arrive pas à la direction. Parce que c'était le DRH qui a vu, d'une grande banque, qui a vu et qui est venu vers moi. Mais en réalité, c'est son collaborateur qui n'a pas suivi parce qu'on lui donne 10, 15 stagiaires. Il ne peut pas le faire. Donc il faut avoir un mentor et qui doit lire votre stage, mais qui est disponible et qui a envie vraiment de vous aider. Il faut l'identifier. Il y a des gens qui sont dans les entreprises, d'autres n'ont pas envie de vous aider, mais il y a des gens, forcément, qui ont envie de vous aider. Lorsque vous allez voir le niveau de comportement, il y a des gens qui sont ouverts, il faut aller vers eux. Il y a des gens qui sont fermés, vous ne pouvez pas changer leur nature. C'est comme ça ils sont. Donc vous cherchez ceux qui peuvent vous aider pour éviter de dire des choses qui peuvent vous déstabiliser. Mais encore qu'il faut que les entreprises prennent ces remarques-là
de façon positive. Parce qu'il arrive tous les tonnes. Donc ils ont souvent des réactions qui sont naïves, comme on le dit, mais en réalité, ce n'est pas méchant. Ils ne le disent pas, vous n'allez pas le mettre dans un rapport. Vous n'allez pas le mettre dans un rapport. Donc il faut les encadrer. Mais toujours est-il que le jeune qui arrive doit faire des propositions. Parce que quoi qu'on dise, dans une entreprise, il y a beaucoup à faire et à refaire. Et il y a des choses que les anciens ne voient pas. Ou bien, ils en ont parlé une ou deux fois. Le DG n'a pas pris en compte. Donc, ils ont laissé tomber. C'est le nouveau là qui doit le dire. Moi, voilà ce que je vois, voilà ce que je vois. Sans aller dans la délation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire la délation. Parce qu'il faut être efficace. Il dit très souvent qu'en entreprise, on prend la compétence. C'est pas parce que tu as dit l'autre a fait comme ça, il a fait ceci, il a dit le DG, sa cravate n'est pas belle, qu'on va te prendre le jour. Tu n'as plus quelqu'un qui va t'écouter, mais à la moindre défaillance, tu seras le premier à partir. Donc, ce qu'il dit, c'est une bonne question. Il faut en tenir compte. Et il faut que les gens soient actifs, comme on l'avait déjà dit, et qu'ils sachent que chaque métier a des règles. Lorsque vous devenez journaliste, il y a des règles. Lorsque vous êtes juriste, quand vous partez chez un notaire, il y a un mode de fonctionnement. Lorsque vous partez chez un avocat, il y a un mode de fonctionnement. Lorsque vous partez chez un huissier de justice, il y a un mode de fonctionnement. Donc il faut comprendre comment les huissiers fonctionnent, comment les notaires fonctionnent. Tout ça, c'est dans l'entreprise que vous allez apprendre. Vous avez tous fait le droit. Lorsque vous arrivez maintenant dans l'entreprise, chaque corps des métiers a ses manières de fonctionner, qui ne sont pas forcément les mêmes. Vous comprenez? Donc, il faut déjà savoir. C'est pourquoi les stages en entreprise, on insiste, il faut que l'étudiant, les écoles fassent l'effort, ou bien les étudiants fassent l'effort de faire des stages, au moins 1 ou 2 ou 3 stages, avant d'arriver en master. Voilà. Cela va leur permettre d'être efficace. Mais aujourd'hui, comment faire pour rester? C'est avoir l'imagination, être une force de proposition. Même si on n'a pas tenu compte de votre proposition, ce n'est pas grave. Le DG a retenu. Le jour où il y a un problème, il va arriver là-dessus. Il va arriver là-dessus. Donc, les propositions ne sont jamais laissées tomber, comment dire, laissées pour le compte 100%. Le dernier point, c'est-à-dire, peut-être, tout à l'heure, ce qu'on vient d'aborder là, peut-être un regard extérieur, un regard neuf. Le regard neuf, il y a des choses qu'il va dire qui peuvent choquer les anciens. Mais en réalité, ce n'est pas méchant. Voilà, donc il faut être une force de proposition. Alors, et il faut pas rester en retrait en fait. C'est pas parce que vous êtes venu dans une entreprise, vous avez dit j'ai trouvé les anciens, c'est comme ça ils travaillent, moi ce qu'ils vont faire. Non, non. Vous êtes venu, vous êtes nouveau. Ce que les anciens font là, ce n'est pas forcément la meilleure méthode, sinon on n'allait pas vous prendre. Justement. Voilà, donc il faut comprendre ça comme ça. Il ne faut pas dire que les anciens, ils travaillent mal, mais si vous êtes là, cela veut dire qu'on a besoin de vous. Il ne faut pas se mettre en rang. Il ne faut pas se mettre dans le rang pour suivre les anciens forcément. Il faut prendre ce qui est bon chez les anciens et vous apporter votre regard nouveau. Les entreprises en ont besoin parce que c'est les anciens et les nouveaux qui vont visiter l'entreprise. Sur les grosses entreprises, je ne sais pas la plus, mais Coca-Cola qui ont plusieurs siècles, mais comment elles font? Mais c'est parce qu'elles tiennent compte des jeunes pour progresser. Vous ne pouvez pas tenir compte des anciens qui sont là depuis longtemps, qui sont peut-être dépassés, aujourd'hui pas des tics. Même les tablettes qu'on a, nos enfants maîtrisent mieux que nous. Tu payes une nouvelle voiture, ton enfant maîtrise mieux que la voiture, mieux que toi. Pas les enfants, ils sont plus actifs, ils sont plus proactifs. Donc c'est ce qu'il faut faire. Donc le quatrième point là, c'est ce que je voulais dire. Il faut avoir ce regard nouveau là et apporter donc de la valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous apportez en plus dans l'entreprise par rapport à ce qui est fait? C'est extrêmement important. Il faut faire des suggestions. Il faut, j'insiste, une force de proposition, apporter des solutions et de la valeur ajoutée. C'est extrêmement important pour le nouveau qui arrive. Pour que vous tapez dans l'œil des chefs d'entreprise pour dire, le jeune là, ou bien la dame, elle est là. C'est vrai que les temps sont durs, mais on peut trouver un espace pour le garder. On peut faire cet effort. Tout à fait. Et voilà qui est bien dit de la part de André Cuyo. Et nous espérons que vous continuez de prendre note et vous suivez bien les conseils de notre consultant. André Cuyo, sur ce, je pense que nous allons passer à notre seconde rubrique. Là. Il s'agit de Espace Espoir. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes au deuxième virage de notre émission. Il s'agit de la Espace Espoir. Espace Espoir. Dans Espace Espoir, vous avez le jeu concours qui vous sera présenté par André Cuyo. Oui, bien sûr, nous avons remis les lots aux premiers gagnants.
Je pense que c'est ce que nous allons voir. Proposer, voilà. Nous allons proposer à nos téléspectateurs pour voir des visus, hein, pour voir ce qui s'est passé et les témoignages. Et nous allons aussi, ce que je voulais ajouter, nous allons donner aussi dans la semaine prochaine les prix au deuxième groupe des gagnants. Voilà. Les prix sont constitués des bourses d'études d'une valeur de 6 millions pour faire la licence pro, le Master 1 et le Master 2. Il y a les tablettes que nous allons donner aussi et des stages dans une société de distribution. Et donc les stages emploi qui vont déboucher sur un emploi en principe pour ceux que le mérite, par exemple, ce qu'on a dit, il faut que les suivent. C'est pas parce que vous avez donné un stage que vous allez ipso facto être retenu si vous ne faites pas ce qu'il faut. Si vous n'êtes pas travailleur, si vous venez en retard, vous ne refaites personne, je ne suis pas sûr qu'on vous prenne. Nous, on vous ouvre les portes, comme on le dit, mais c'est à vous de faire en sorte de ne pas sauter par les fenêtres. Et il est important de le préciser, je pense. Voilà. Absolument. Allez-y. Non, mais vous avez bien parlé, donc il faut le préciser. Donc on va regarder déjà l'élément là. Voilà. Donc on vous invite sur ce à suivre l'élément de la récompense du premier groupe de nos gagnants. C'est bien une réalité. Le jeu emploi et carrière sur la chaîne Business 24 vient de faire ses premiers heureux. Les deux lauréats repartent respectivement avec une prise en charge pour assurer à 100% des études supérieures et une tablette. Des lots offerts par le directeur général du groupe école EDEC et le représentant exclusif de la marque Ferro en Côte d'Ivoire, en présence du directeur général de Business 24. J'ai participé au jeu Business 24 et j'ai joué au jeu et j'ai gagné une bourse d'études de 6 millions grâce à ce jeu. Je suis très heureux puisque j'avais même l'intention, c'était mon rêve de poursuivre mes études et aujourd'hui, grâce à l'émission, j'ai eu une bourse d'études. Donc j'appelle tous mes amis et toute autre personne de venir jouer à ce jeu, composer le 98 070 pour pouvoir jouer. Et depuis 2 semaines, j'ai participé au jeu de Business 24, n'est-ce pas, sur la télévision cryptée. Et j'ai composé seulement 98 070 avec job à l'appui comme conseiller. Et j'ai remporté ce prix, ce magnifique trophée. Et je vous engage donc à jouer comme moi pour gagner parce que ce n'est pas de l'arnaque. Ce qui m'a motivé, comme vous voyez, je ne suis pas étudiant en ce moment. Je suis retraité et c'est mon fils qui vient d'avoir le baccalauréat, hein, n'est-ce pas? C'était pour pouvoir lui trouver une destination, voilà, pour pouvoir l'orienter, parce qu'on m'a dit ici, au cours de l'émission qu'il y a des bourses d'études, il y avait des bourses d'études à avoir, hein, n'est-ce pas? C'est ce qui m'a motivé. Je suis réellement comblé, parce que je ne m'attendais pas à cela. Bon, le prix de cet appareil-là est quadruplement supérieur à ce que j'ai engagé en jouant. Donc, venez nombreux, hein, jouer, parce que vous serez satisfaits. L'émission Emploi et Carrière est diffusée sur la chaîne Business 24 sur les canaux 161 et 683 des bouquets Canal et Star Times. Son objectif, faire la promotion des techniques susceptibles de faciliter l'obtention d'un emploi ou la création de son entreprise. En quête de stage pour une meilleure insertion dans la vie professionnelle, de bourses d'études pour des diplômes supérieurs, envoyez dès maintenant JOB, J-O-B au 98 070 pour tenter de gagner des stages de perfectionnement en entreprise, des bourses d'études en licence et master. Et ce n'est pas tout, des tablettes et des lots surprises sont à gagner chaque semaine. JOB au 98 070, saisissez votre chance. C'est 103 francs le SMS. Comme vous venez de le voir, c'était là la remise des lots de nos premiers gagnants du jeu concours Emploi et Carrière. Nous vous encourageons tous à continuer à jouer parce qu'il y a des lots, il y a des tablettes à gagner, il y a des stages et aussi des bourses d'études. Sur ce, nous abordons à présent notre dernière rubrique. Voilà, dans la dernière rubrique de « Je veux créer mon entreprise », il s'agira de parler du contenu du business plan. André Cuyo. Merci. Et la dernière fois, nous avons parlé des différents types de plans d'affaires ou du business plan ou du dossier technique. Nous allons, et je précise encore que c'est à la demande de nos téléspectateurs qui nous écrivent par mail pour nous poser des questions et nous nous faisons fort
de répondre. Il y a beaucoup de questions, mais nous choisissons les questions qui reviennent le plus souvent et que nous répondons dans la mesure de nos possibilités. Ceux à qui nous n'avons pas encore donné des réponses, mais qui patientent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui réagissent. Alors aujourd'hui, la défense avait fait les différents types de business plan. Et ils nous ont demandé encore, donc, s'ils connaissent les différents types, mais comment on fait exactement un plan d'affaires? Je précise que ça avait été déjà fait l'objet d'une émission, mais puisque nous répondons les questions de façon redondante, nous allons donc réagir là-dessus, mais il faudra qu'ils prennent bien note, parce que c'est, comme vous le dites, c'est un magazine, c'est une série d'émissions. Donc il y a les émissions passées, ce n'est pas agréable de revenir là-dessus, mais exceptionnellement, pour leur faire plaisir, nous allons en parler aujourd'hui en deux parties. Première partie, la prochaine fois, nous allons terminer parce que c'est suffisamment long. Et donc, qu'est-ce qu'un plan d'affaires? Un plan d'affaires, c'est un document écrit de votre entreprise. C'est les objectifs et les stratégies de l'entreprise. Le marché visé. Le marché visé, c'est important. Et les prévisions financières de l'entreprise. Et donc, c'est une boussole, en fait. Une boussole, un tableau de bord, un guide qui permet aux futurs managers de s'orienter, de prendre des décisions marketing, des décisions commerciales, des décisions financières. Donc c'est son compagnon. Mais en même temps, ça lui permet de faire des recherches de financement auprès des bailleurs de fonds, auprès des banques ou d'un financier ou des papas ou des mamans ou d'un parent. Parce que vous allez aller chez un parent et vous dit ton plan c'est qu'est-ce que tu veux? Il faut lui expliquer. Donc il faut déjà écrire. C'est important. Donc ça c'est la définition que je leur donne de façon rapide. Alors le plan d'affaires, il faut qu'ils sachent qu'il y a plusieurs parties à l'intérieur. Mais la plupart des plans ont le même contenu. La longueur peut être différente, mais c'est presque le même contenu. Le même contenu, c'est-à-dire le résumé du projet. Le ou les promoteurs, quels sont ceux qui créent l'entreprise? La dernière fois, on avait parlé, si vous prenez, vous donnez une entreprise à quelqu'un qui a un commerce difficile avec l'argent, mais il va prendre l'argent de l'entreprise et faire autre chose avec. Donc déjà, même si, donc c'est pourquoi lorsque vous avez un bon plan d'affaires, on évalue aussi le promoteur. Qui il est? Est-ce qu'il y a une corrélation entre le promoteur et le projet? Vous voulez peut-être créer une entreprise d'informatique, mais on va vérifier si vous y connaissez un peu en informatique. Ou bien si vous avez un partenaire qui s'y connaît en informatique. Voilà, donc c'est important. Donc on va déjà voir qu'est-ce que vous savez faire. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et comment vous l'avez fait? C'est important. Donc, il faut parler des promoteurs. Quels sont leurs niveaux, leurs compétences avérées? Et lorsque vous n'avez pas tout comment vous dites non, mes compétences ne sont pas encore claires et je suis prêt à faire des séminaires ou même des formations complémentaires pour être plus efficace. Il faut reconnaître ses faiblesses. Et le plan marketing. Et après le plan marketing, il y a le plan de production. Pour les entreprises de manufacturiers, par exemple, les entreprises industrielles, on parle de plan de production, mais les entreprises de services, comme une école, il n'y a pas de production. Donc vous ne mettrez pas le plan de production au plan financier. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, nous allons nous focaliser sur le résumé du projet. Parce que le résumé du projet se fait au plus en 2 pages. Pour les financiers, ils n'ont pas le temps de lire 10 pages. Donc c'est un document de présentation pour leur permettre de comprendre. Donc ce document-là, ça doit répondre à des questions qu'on appelle le QQOCQP. Le Q, c'est quoi? Le premier Q, c'est quoi? Le premier Q, c'est quoi faire? Quelle est votre idée? Vous voulez créer un journal, vous voulez créer un cybercafé, vous voulez vendre les pagnes, vous voulez vendre la ticket de la loco, vous voulez créer une industrie de quoi? Il faut que ça soit clair dans votre esprit. Donc j'ai dit QQOC. Le deuxième Q, c'est qui? À qui c'est dédié? Vous voulez créer un produit, mais qui va l'acheter? Qui en a besoin? Si vous voulez créer de cosmétiques, mais pour quel type de peau? Est-ce que c'est les femmes claires qui en ont besoin? Est-ce que c'est les femmes de teint noir qui en ont besoin? Si c'est les produits de cheveux, mais c'est quel type de cheveux? Étant donné que chaque dame a sa texture de chevelure et que les produits ne sont pas forcément identiques. Ce qui va avec Sandrine n'ira pas avec sa voisine ou bien avec l'autre. Donc il faut identifier quelle est la personne à qui ce produit est dédié. Donc Q, et puis le O, c'est où? La situation géographique de l'entreprise, c'est essentiel. Vous ne pouvez pas créer une entreprise de vente de saucissons à base de porc dans un pays arabe.
Par exemple, pour un pays musulman, il allait dire, ça va être difficile, vous allez vendre à qui? Étant donné qu'ils ne mangent pas de porc. Vous ne pouvez pas créer une entreprise de vente de bière dans un pays islamique. Ça va être compliqué. Qui va boire, étant donné qu'eux, ils ne prennent pas l'alcool. Donc, si vous voulez créer un produit, il faut savoir où, quelle est la situation géographique. Je vais mettre l'entreprise. Mais en même temps, la situation géographique, c'est important parce que ça vous permet de savoir, de recruter le personnel déjà. Parce que vous avez une entreprise. Par exemple, vous êtes à Cocody, en Côte d'Ivoire ici, et puis vous prenez des gens qui sont à Bassam. Pour une start-up, une entreprise qui commence. Mais qui va payer leur transport? Il faut comment vous venez au travail? Ah, il faut les payer après. Mais si l'argent que tu lui donnes, ça ne suffit pas. Donc la start-up, on leur conseille de prendre les gens dans leur environnement géographique. Donc là, vous allez vous situer là. Il faut d'abord vérifier, est-ce qu'il y a le personnel dont j'ai besoin pour mon entreprise? Est-ce que les clients dont j'ai besoin pour mon entreprise sont dans cette zone géographique? Donc on ne choisit pas les zones géographiques au hasard. C'est extrêmement important. Donc on a dit QQOC, et puis on va prendre là CQ. Alors QQO, non, le C d'abord. QQOC, C c'est comment ou combien. Le produit que je vais fabriquer, ça va coûter combien? Est-ce que si je fais un produit à 1000 francs, les gens qui sont dans cette zone-là peuvent payer? On a des écoles en Côte d'Ivoire ici qui coûtent 1 700 000, 2 millions. Mais ce n'est pas faire un jus pour dire, vous ne pouvez pas mettre ce type d'école dans un quartier périphérique. Parce qu'ils n'ont pas 2 millions pour payer les 2 millions. Même donc, si vous mettez une école, on est tous à Abidjan, une école avec les meilleurs professeurs du monde, mais si vous mettez ça dans tel quartier où ceux qui vont là-bas, ils ont peur d'y arriver, mais c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc, si vous voulez créer une entreprise, il faut tenir compte, en tenant compte de vos clients. Si vous faites un salon de coiffure, mais si c'est un salon de coiffure de luxe, vous coiffez les gens 5 000, 25 000, 1000 francs, mais vous allez mettre ça dans quel quartier? Étant donné que dans d'autres quartiers, on peut coiffer avec une lame à 100 francs ou à 150. Et vous faites comme les jeunes appellent les Congo, et puis vous faites à 1000 francs. Mais vous n'allez pas trouver des clients. Est-ce que vous me suivez? Donc, il faut savoir, si vous voyez qu'une entreprise, ça se met dans quelle zone géographique et à quel prix je vais faire. C'est extrêmement important. Donc, quand le QOCQ, le Q, c'est quand. Quand est-ce que je démarre mon entreprise? Quand est-ce que je lance mon entreprise? Quand est-ce que... Donc, il y a le calendrier de réalisation. Quand je cherche le financement, quand je monte le projet, à quelle date? Quelle date? Si vous voulez ouvrir un maquis, mais à quelle date vous allez ouvrir le maquis? Peut-être pendant les vacances, peut-être pendant les fêtes de Nouvel An. Donc, tout est stratégique en fait. On ne fait pas au hasard parce que c'est de là où vous allez mettre à l'intérieur de votre business. Si vous calibrez mal, vous allez faire faux inversement. Et puis on voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand une femme fait un loco à côté, tout le monde fait un loco. Lorsqu'il y a un qui fait, la vente des habits, tout le monde fait les habits. Mais finalement, on se partage les clients et puis, personne ne gagne. Là, tout le monde perd. Tout le monde ferme. Non, les entreprises font 5 mois, 6 mois, ça ferme parce que les gens ne font pas étude de marché. Il faut étudier le marché, le comportement. Si vous voulez vendre un habit qui coûte cher, qui coûte un costume de 300 000, 400 000, mais il faut savoir dans quelle commune vous allez mettre. Vous ne pouvez pas mettre dans une commune où les gens, le niveau de vie n'est pas élevé. Donc il faut tenir compte de tout ça. Voilà, donc le quand, c'est important. Quand est-ce que je cherche l'argent? Quand est-ce que j'ouvre mon entreprise? Quand est-ce que je fais le lancement de mon entreprise? Et puis maintenant, le P, le dernier élément, c'est le P, c'est pourquoi. Pourquoi c'est... Est-ce que c'est opportun? J'ai tous ces éléments-là. J'ai vu dans ma grille d'analyse, j'ai tous ces éléments-là. Mais est-ce que c'est important? Quel est le chiffre d'affaires que ça va me donner dans 1 an, dans 2 ans? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il ne peut pas attendre encore peut-être 1 mois? Est-ce qu'il ne peut pas attendre encore 1 an? Est-ce qu'il est obligé de faire ça maintenant? S'il ne le fait pas maintenant, qu'est-ce qui va se passer? S'il le fait maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous allez mettre créer une entreprise, madame, c'est extrêmement compliqué. Vous allez avoir une pression, la pression des impôts, la pression de la famille qui vous prend comme un directeur d'entreprise, ils vont vous demander des choses que vous n'avez pas. Il y a la pression du personnel, il y a la pression des impôts, il y a la pression du propriétaire des loyers, il y a la pression de l'électricité, des téléphones. On ne peut pas créer une entreprise à la va-vite. Il faut prendre son temps pour créer. Donc il faut suivre cette procédure-là. Et puis après,
on va, si vous l'avez fait déjà, si vous l'avez fait la prochaine fois, on va dire comment vous allez emballer votre projet marketing. Vous allez vendre ça à qui? À quel prix? Quels sont vos concurrents? Qui autour de vous? Quels sont vos partenaires actuels ou futurs? Quels sont vos clients? Quel est leur profil? Est-ce des femmes? Est-ce des hommes? Ils sont comment? C'est important. Donc, il faut se poser des questions et il faut trouver les réponses à ces questions. Si vous ne trouvez pas des réponses aux questions, il ne faut pas commencer. Mais comme il le précise toujours, il y a des gens qui ont fait leur affaire, ils n'ont jamais fait de plan d'affaires, mais ils ont eu l'observation. On m'avait donné ce cas-là. Une dame, elle était dans un quartier comme 7e tranche, bon là c'est le quartier UP du Cocody, 7e tranche, et elle est venue rendre visite à sa fille. Sa fille prépare, elle fait du braisé. Chaque soir, pas son mari bien mal est braisé. Et elle prépare aussi du foutou. Donc elle fait la sauce au charbon. Mais il n'y a pas de vente de charbon dans le quartier. Donc la vieille qui est venue du village pour rendre visite à sa fille a observé que tous les soirs, sa fille envoie la fille des maisons pour aller acheter du charbon à des kilomètres, à une distance très éloignée. Et elle leur a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais voilà, mon mari là, il n'aime pas, il aime moi, il est braisé. On ne peut pas faire ça sur le four. Quand on fait sur le four, il trouve que c'est trop vite cuit, c'est pas doux à faire. Bref, donc il n'aime pas. Donc je suis obligé de faire du charbon pour faire cuire ça doucement et pour que la saveur saute. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, pour résumer, la dame, elle était allée, à l'époque, c'était le Fonds national de solidarité. Elle y est allée, on lui a donné 600 000, et la dame est devenue une femme d'affaires redoutable après avoir observé. Elle n'a jamais rédigé un plan d'affaires, mais elle est devenue une femme d'affaires redoutable. Ça, c'est un témoignage qu'on m'avait donné au Fonds national de solidarité. Donc, on peut réussir son affaire sans monter un plan. Mais le fait de monter un plan, c'est un guide, c'est une boussole, c'est la lumière. Vous marchez sur la lumière, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas glisser, vous ne pouvez pas tomber. Si vous roulez, vous marchez sur la lumière, vous courez, n'importe qui va vous blesser. Voilà, bref, voilà. Voilà, je pense là que ce sont les éléments du contenu d'un plan d'affaires et à la prochaine émission, nous aurons bien sûr l'autre partie du plan d'affaires. Mais pour terminer, avant de terminer cette émission, André Kyo, nous allons revenir sur les grands aspects de notre émission. Nous avons vu comment transformer son stage en premier emploi. Avant le jeu concours et bien sûr, nous avons terminé avec le plan d'affaires. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Il faut retenir que lorsque vous trouvez une entreprise qui prête stagiaire, en principe ou en général, cette entreprise a la disponibilité d'emploi à moyen terme et à court terme. Et quelquefois peut-être à long terme. À long terme, c'est un peu trop éloigné, mais à court, à moyen terme. Le problème, c'est que l'entreprise n'a pas encore la disponibilité peut-être financière. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de place dans l'entreprise, donc on ne sait pas trop quoi faire. Mais lorsqu'on vous prend, c'est qu'on a besoin de vous. C'est à vous maintenant de faire en sorte de vous asseoir. Comment faire pour vous asseoir? Mais c'est là où vous a dit, il faut respecter, il faut être motivé, c'est important. Il faut avoir envie de travailler. Il faut qu'on sente que vous avez envie de travailler. Le deuxième point, il faut avoir un mentor. Débrouillez pour avoir un mentor. Il y a tous des gens qui sont ouverts, il y a d'autres qui sont fermés. Allez-y vers ceux qui sont ouverts, qui vous tendent la main. Ils vont vous soutenir, ils vont vous aider. Et jouer sur votre réseau. Ce réseau-là, où vous basez sur le mentor pour avoir un réseau. Et c'est important. Et le troisième point, être imaginatif, être proactif. Et le dernier point, c'est apporter votre regard neuf dans l'entreprise. Vous êtes nouveau, ou vous êtes nouvelle dans l'entreprise, c'est extrêmement important. Les anciens, ils voient loin, mais très souvent, ils ne voient pas ce qui est autour d'eux. Donc c'est le nouveau là qui va leur dire, si tu vas à l'attention, il y a un creux ici, tu peux tomber dedans. Donc il faut qu'on leur explique, il faut qu'il ne doit pas avoir peur de faire des propositions. Faire des propositions, très souvent on dit, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne tombent jamais. Si vous avez peur de faire des erreurs, vous ne ferez rien. Donc acceptez qu'on vous dise que tu as fait une erreur, que ce n'est pas bien. Mais au moins, vous avez la conscience tranquille que j'ai dit ça. Et dans 2 ans, dans 3 ans, si le cas se pose, on vous appelle. Il y a eu ces cas-là où on les a rappelés pour dire, viens, tu avais dit ça, on n'a pas écouté, mais ta solution, est-ce que tu as ça, tu es encore disponible pour revenir? On peut vous appeler peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 an, ils vous appelleront parce que vous avez fait une bonne proposition. Ensuite, le plan d'affaires. Aujourd'hui, la première partie, on a mis l'accent sur le résumé du projet. On a résumé ce projet-là, le résumé du projet en quelques points QOCQP que nous avons déjà définis à leur en large, qu'ils suivent l'émission, ils vont comprendre. Mais qu'ils continuent aussi de nous appeler, de nous envoyer des mails et de poser des questions. Et nous allons faire l'effort de répondre au maximum des questions.
au maximum de questions. Et je pense qu'on peut aussi encourager les téléspectateurs à continuer à jouer dans le cadre de notre jeu concours. Mais ils ont vu, il y a un jeune qui a témoigné pour dire que son besoin, c'était d'avoir une formation. Il n'a pas les moyens. Les grandes écoles, les universités coûtent cher. 1 million, 2 millions, ce n'est pas évident pour les parents qui ont 2 ou 3 enfants, 4 enfants. Mais si on paye 3 sur 2 millions, qu'est-ce qu'on prend pour manger? Qu'est-ce qu'on prend pour mettre tes petits frères, tes petits soeurs à l'école? Donc c'est extrêmement difficile. Et donc nous, on leur donne cette opportunité-là. Après avoir négocié avec les écoles, nous avons des bourses d'études à profusion, mais qui jouent le 98 070. Voilà, c'est la fin de cette émission, chers téléspectateurs, et nous disons grand merci à André Cuyo pour nous avoir entretenus tout au long de cette émission. Merci. Je vous en prie, je vous en prie. Voilà, c'est la fin, comme je le disais, et nous vous disons au revoir. On se retrouve dans quelques semaines pour un autre numéro. Merci.